Imaginez la scène. Nous sommes le 29 juillet 1958. Au cœur de Port-au-Prince, des rafales d'armes automatiques éclatent autour du Palais national. À quelques centaines de mètres de là, François Duvalier est cloîtré dans son bureau. Un petit groupe d'hommes vient de s'emparer de la principale caserne militaire du pays, la caserne Dessalines. Pendant plusieurs heures, le régime vacille. Au palais, la panique est telle que Papa-Doc prépare sa fuite et demande l'asile politique à une ambassade étrangère. À cet instant, il est persuadé que son pouvoir touche à sa fin. Pourtant, les hommes qui le tiennent en échec ne sont pas des centaines, ils sont seulement 8. Comment un commando aussi réduit a-t-il réussi à faire trembler tout un régime? Pourquoi cette tentative de coup d'État, aujourd'hui presque oubliée, a-t-elle failli changer le destin d'Haïti? Et surtout, comment un détail en apparence anodin a-t-il fait basculer cette incroyable opération? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la première grande tentative de renversement de Papa-Doc. Un événement spectaculaire qui va non seulement renforcer son pouvoir, mais aussi marquer le véritable début de la machine répressive de François Duvalier. Un an après son ascension au pouvoir, Duvalier lâche ses hommes qui traquent ses opposants politiques et les médias qui le critiquaient pendant la campagne électorale de 1957. Clément Barbeau et sa bande mettent le feu aux résidences des opposants politiques. Les duvalieristes sont sur les nerfs. Pourquoi? Parce que le 30 avril, une explosion a éclaté dans une vieille maison à Mahotière. C'était la veille du 1er mai, la fête du drapeau, et le président devait apparaître en public. Son opposant, Louis Desjoie, est accusé d'être l'instigateur de ce que Duvalier appelle un attentat. Les locaux de 2 journaux, Miroir et l'Indépendant, sont saccagés, accusés d'imprimer des mensonges contre le gouvernement. Duvalier commençait à imprimer sa marque. Ses principaux opposants avaient déjà pris la fuite. Et le président se félicite déjà d'avoir accompli un bon travail. Interviewé par le journal Miami Herald, Duvalier déclare « Nous sommes arrivés à un état de stabilité politique et nous avons la situation en main ». Le même jour, le journal publie aussi une interview du capitaine Alix Pasquet, exilé politique à Miami. À ce stade, personne n'avait imaginé que ce même Alix Pasquet sera le meneur de la première tentative de renversement contre Duvalier. Malgré les tensions sur place en Haïti, les touristes continuent d'affluer dans le pays. Et cela est une bonne chose, non seulement pour l'image du régime, mais aussi pour la manne financière que ça représente. C'est aussi de là que va apparaître la faille du régime. Vers la mi-juillet 1958, un bateau avec plusieurs touristes à bord quitte la Floride pour Haïti. C'est un petit bateau qui porte le nom de Molly Sea. À son bord se trouvent 8 passagers qui se font passer pour des touristes, mais qui sont en réalité un commando décidé à en découdre avec Papa-Doc. Ils pensent avoir élaboré le plan parfait contre Duvalier. On verra si c'est bien le cas. Dans le bateau se trouvent 8 hommes, 3 anciens officiers de l'armée d'Haïti, le capitaine Alix Pasquet, les lieutenants Philippe Dominique et Henri Perpignan. Il y a également 2 shérifs adjoints de Floride qui s'appellent Arthur Thomas Payne et Danny Jones. Arthur Thomas Payne, shérif du comté de Dade, en Floride, est un vieil ami d'Henri Perpignan. C'est lui qui va aider les Haïtiens à recruter d'autres Américains. Et enfin, on retrouve 3 autres volontaires américains dans l'affaire. Au total, on a 5 Américains et 3 Haïtiens. Alix Pasquet, qui était le meneur de l'opération, est un ancien pilote de chasse formé aux États-Unis. Il a combattu pour l'US Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'exile le 7 juillet 1957. Le lieutenant Philippe Dominique, son beau-frère, part en exil en même temps que lui. Henri Perpignan, qui était un fidèle de l'ancien président Paul-Eugène Magloire, part en exil à la chute de Magloire. Les 5 autres passagers du bateau étaient des Américains. Pendant leur exil à Miami, les 3 militaires haïtiens sont révoltés par les méfaits du régime de Duvalier. Ils décident donc de mener une opération pour libérer le pays. Pour comprendre pourquoi ces hommes sont prêts à tenter une opération aussi folle, il faut revenir un an en arrière. Lorsque Duvalier arrive au pouvoir en octobre 1957, beaucoup d'Haïtiens espèrent qu'il mettra fin aux années d'instabilité qui secouent le pays depuis la chute de Magloire. Mais très vite, les espoirs laissent place à la peur. Les arrestations se multiplient, les journaux critiques sont intimidés ou saccagés, les principaux chefs de l'opposition prennent le chemin de l'exil.
Au sein de l'armée également, le climat devient explosif. Des officiers sont écartés, surveillés ou contraints de quitter le pays. À Miami, plusieurs exilés commencent alors à se convaincre qu'il ne reste plus qu'une seule solution: revenir les armes à la main pour empêcher Duvalier de transformer son pouvoir en dictature. Revenons au voyage de nos insurgés jusqu'en Haïti. Les passagers du bateau ont embarqué la nuit et après avoir parcouru les 1000 km qui séparent Haïti et la Floride, ils débarquent dans la baie de la Gonâve. À son arrivée, le bateau n'attire pas vraiment l'attention car les paysans avaient l'habitude de voir des touristes débarquer sur les plages. D'autant plus que les occupants du petit bateau sont en tenue de bain. Au moment où le bateau se dirige vers les côtes, les vendeurs ambulants entourent les passagers pour leur vendre des chapeaux et autres accessoires qu'ils ont l'habitude de vendre aux touristes. Pendant ce temps, les 3 Haïtiens faisant partie de l'opération ne sont pas descendus. Ils sont restés cachés à l'intérieur du bateau. Parce que sinon, ils seraient bien sûr repérés en tant qu'Haïtiens. L'un des Américains, Arthur Penn, raconte aux paysans qui l'entourent que leur bateau est en panne et qu'ils cherchent un moyen de le transporter à Port-au-Prince pour le faire réparer. On lui indique alors où trouver un bateau remorqueur qui pourrait les transporter dans la capitale. Le subterfuge fonctionne et le commando se dirige vers Saint-Marc et s'arrête dans la nuit du 28 juillet dans une petite commune appelée Délugé. Là, ils descendent du bateau et commencent à décharger discrètement des armes cachées dans le bateau. Il est 10 heures du soir et ils pensaient être à l'abri des regards, mais sauf qu'un paysan est allé signaler leur présence au chef de section, qui lui va donner la lettre. À Saint-Marc, près de la commune d'Élugé, il y a un poste militaire. 3 hommes sont envoyés en patrouille dans une jeep. Arrivés près du lieu où se trouve Alix Pasquet et ses hommes, les soldats les surprennent en train de débarquer des armes. Immédiatement, une fusillade éclate. Les 3 soldats de la patrouille de Saint-Marc sont abattus. L'un des assaillants américains est blessé à la jambe. Les hommes d'Alix Pasquet viennent de trouver le moyen de se rendre plus facilement dans la capitale. Ils récupèrent la jeep des soldats, enfilent des uniformes en kaki, comme les soldats haïtiens, et foncent vers Port-au-Prince. Ils traversent le petit village de Montrouy, passant devant un poste de contrôle militaire sans être identifié. À l'approche d'Arcahaie, la voiture tombe en panne tout près d'un autre poste de contrôle, pas loin de l'endroit où François Duvalier se fait construire une nouvelle résidence. Mais ils réussissent à s'emparer de Tap-Tap, une camionnette, et obligent le propriétaire à les aider à transporter leurs armes de la Jeep jusqu'au Tap-Tap. Le véhicule est décoré avec cette inscription: « En dépit de tout, Dieu est le seul maître ». Les insurgés lisent la phrase en se demandant peut-être si le maître sera de leur côté ou du côté de Papa Doc. Ils ont quelques heures pour le savoir et le temps presse. En entrant à Port-au-Prince, l'ex-lieutenant Philippe Dominique prend le volant du Tap-Tap. Il se dirige à la caserne des Salines, derrière le palais. En entrant dans la caserne, ils gardent leur sang-froid et Alix Pasquet, ancien officier de l'armée, connaît bien les codes. Il prétend emmener en détention des étrangers fauteurs de troubles. Le caporal en garde, Riboul André, est froidement abattu. D'autres soldats en poste à ce moment-là sont exécutés. Ceux qui tentent de s'enfuir sont tués sans ménagement. Une fois dans la cour de la caserne, la camionnette s'arrête. Les hommes sautent de la camionnette et montent en courant au bureau administratif du commandant en chef. En quelques minutes, il capture le général Flambert. Pasquet connaît bien la caserne pour avoir été autrefois le commandant des lieux. Son équipe et lui ne perdent pas de temps. Ils font irruption dans un bureau, y trouvent un officier de garde complètement abasourdi. Alors qu'il tente d'attraper son arme, il est abattu. En seulement quelques minutes, Pasquet et ses hommes prennent le contrôle des lieux. Les soldats qui ne se sont pas fait tuer sont faits prisonniers. Ils sont en caleçon, allongés par terre, les mains sur la tête. Rapidement, les assaillants transportent les armes à l'étage. Le capitaine Pasquet prend place au bureau du commandant. Dans un autre bureau, le lieutenant Perpignan monte une mitraillette qui tire directement sur l'arrière du palais national. Philippe Dominique, quant à lui, lance une salve de grenades dans la cour du palais présidentiel. Par cette tactique, ils font croire à l'ennemi qu'ils sont nombreux. Les duvalieristes tremblent
Et même le chef est prêt à s'enfuir. Le président s'enferme dans son bureau, il a peur. Il tente un appel téléphonique au bureau du général Flambert aux casernes des Salines. C'est Pasquet qui répond au téléphone. Il passe le téléphone au lieutenant Henri Nanfi qui entame le dialogue. L'ordre du capitaine Pasquet est clair. Nous sommes venus en pacifiste. Livrez-nous le président Duvalier. À quoi le lieutenant Henri Nanfi répond, il est à côté de moi. Si vous le voulez, venez le chercher. Pasquet menace de faire sauter le palais national si Duvalier ne se rend pas. Pasquet en profite pour passer d'autres coups de fil. Il appelle le commandant du pénitencier national pour lui intimer l'ordre de relâcher le lieutenant Raymond Chassagne qui purgeait une peine d'1 an d'emprisonnement après avoir été approché par le shérif Arthur Penn lors d'un précédent voyage de reconnaissance des lieux en Haïti. Alix Pasquet appelle d'autres officiels et militaires pour leur demander de se rallier à sa cause et leur raconte que les rebelles contrôlent la caserne de Salines et aussi d'autres lieux du pays. Le choix est simple, le ralliement ou la mort. C'est la panique totale au Palais national. Personne ne comprend vraiment ce qui est en train de se passer. Les coups de feu éclatent à quelques centaines de mètres de là, les communications sont confuses, on parle d'une invasion. Certains affirment que des centaines de rebelles ont pris le contrôle de la principale caserne du pays. D'autres prétendent que plusieurs villes sont déjà tombées. Impossible de savoir ce qui est vrai. Dans son bureau, François Duvalier tremble. L'homme qui, quelques semaines plus tôt, se vantait d'avoir rétabli l'ordre en Haïti voit soudain son pouvoir vaciller. Si les hommes de Pasquet contrôlent réellement la caserne des Salines, ils ne sont qu'à quelques minutes du Palais national. Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, Papa Doc envisage sérieusement que tout est perdu. Il fait préparer quelques effets personnels, rassemble sa famille et demande l'asile à l'ambassade de Colombie. Son objectif n'est plus de gouverner, mais de sauver sa peau. Dehors, les rafales continuent de retentir. À chaque détonation, chacun se demande si les hommes d'Alix Pasquet ne vont pas surgir d'un instant à l'autre dans la cour du Palais national. Ironie de l'histoire, à ce moment précis, Duvalier est persuadé d'affronter une armée entière. En réalité, les hommes qui le tiennent en échec ne sont que 8. Mais au même moment, dans la caserne des Salines, l'un des insurgés va commettre un geste en apparence anodin, une simple envie de fumer. Cette décision va changer le cours des événements. Les hommes de Pasquet viennent peut-être de réussir le coup d'État le plus audacieux de l'histoire d'Haïti. Et pourtant, tout va basculer pour une simple envie de cigarette. Alors qu'ils occupent la caserne, Henri Perpignan est pris d'une folle envie de fumer, et pas n'importe quelle cigarette. Il veut sa cigarette favorite, le comme il faut fabriqué en Haïti. Dans la matinée, il envoie un des prisonniers lui acheter 2 paquets de cigarettes. Celui-ci s'appelle Marcel et il avait probablement embrassé la cause des assaillants, sinon ça aurait été débile de laisser sortir un soldat prisonnier. Eh bien, Marcel est repéré avec les 2 paquets de cigarettes par des duvalieristes qui lui sautent dessus et le conduisent au sous-secrétaire d'État de l'Intérieur, Lucien Chauvet. Ce dernier ouvre l'un des paquets, allume une cigarette tout en interrogeant Marcel. Il apprend que les envahisseurs ne sont que 8 personnes. Il relaie immédiatement l'information à Duvalier. Ce dernier, qui avait déjà fait sa valise, est maintenant rassuré. Il défait sa valise et se prépare à régler leur compte au trublion. Mais à ce moment-là, les duvalieristes vont mettre quelque temps à se laisser convaincre que le nombre des insurgés à la caserne des Salines ne dépasse pas 8 personnes. Les rues de Port-au-Prince sont presque désertes, mais de temps en temps, on entend des tirs venant des fenêtres du Palais national. C'est le soir et les hommes d'Alix Pasquet sont sur les nerfs. Ils attendent la réponse à leur ultimatum. Ils se demandent s'ils ne devraient pas attaquer le palais par surprise ou s'ils devraient attendre. Mais ils hésitent. Ils perdent leur élan initial et l'avantage qu'ils avaient au départ. Au lever du jour, les forces gouvernementales commencent à se regrouper. La radio officielle lance un appel aux armes et demande aux duvalieristes de se diriger immédiatement vers le palais. Le porte-parole du gouvernement désigne les partisans de Magloire comme les acteurs de l'attaque. Ils sont accusés de s'être alliés aux Dominicains pour s'emparer de la caserne. La radio ordonne « Tous au palais, aidons notre président ».
La racaille magloiriste s'est emparée de la caserne. Et pour comble, ils ont des étrangers avec eux. Des militaires et duvaliéristes commencent à se rassembler autour du palais. Parmi eux, un homme s'approche du palais national et demande ce qui se passe. C'est le lieutenant Jean Tassi, l'homme qui va devenir par la suite chef de la police secrète. Quand on lui répond que 200 et quelques rebelles se sont emparés de la caserne Dessalines et assiègent la présidence, Tassi fait demi-tour et s'enfuit en courant. Pendant ce temps, les duvaliéristes se regroupent à l'une des entrées du palais. On distribue des armes à tout le monde, y compris aux champs, les cireurs de bottes. Mais tout le monde a peur de s'approcher de la caserne. Un groupe d'hommes armés prennent leur courage à deux mains et s'approchent vers la caserne. Au premier coup de feu, ils courent se mettre à l'abri. Lucien Chauvet, le sous-secrétaire d'État de l'Intérieur, prend la tête d'un petit groupe de duvaliéristes qui tirent sur une fenêtre ouverte au second étage de la caserne. Quelques-uns de ces hommes sont armés d'un bout de bois en guise de fusil. Chaque fois que les rebelles ouvrent le feu, ils courent se cacher. Le spectacle est lamentable. Les hommes de Duvalier ont peur. Ils pensent qu'on les envoie à l'abattoir. Ils ne croient pas du tout que les rebelles soient au nombre de 8. Mais à mesure que le temps passe, d'autres hommes armés rejoignent le groupe. Il faut savoir que la caserne Dessalines se trouvait presque en face du palais national à environ 400 mètres. Au fur et à mesure, on commence à être convaincu de l'effectif réel des envahisseurs. Ils sont en petit nombre. Les hommes du président prennent confiance. On fait venir des renforts de Pétionville. Ils prennent position à l'hôpital général derrière la caserne. Une charge à la grenade est menée par Clément Barbeau, bras droit et ami personnel du président, qui deviendra quelques années plus tard son pire ennemi. Du palais, on ouvre le feu avec une mitrailleuse anti-aérienne. Au plus fort du combat, un des prisonniers de la caserne Dessalines, le colonel Louis Roumain, bascule de sa chaise par une fenêtre et tombe dans la rue. On l'attrape de justesse et il est indemne. Il confirme que les insurgés ne sont pas plus que 8. Même à ce moment-là, il se trouve encore des duvaliéristes pour douter vu la charge qui sort de la caserne. Mais pour le gros de la troupe des duvaliéristes, cette confirmation renforce leur détermination. Maintenant, il n'y a plus d'hésitation. Ils avancent furieusement en direction de la caserne pour en découdre. Une grenade atterrit dans le bureau du commandant où se trouve Alix Pasquet. Il est décapité et tombe sur le dos face à une photo de Duvalier au sourire cynique accroché au mur. Une balle a percé le portrait. Alix Pasquet meurt sur le coup. Les duvaliéristes foncent dans la caserne. Ils trouvent l'un des shérifs américains, Arthur Penn, enveloppé dans un matelas qui demande grâce. « Je suis journaliste, pitié !» dit-il. Ses cris sont interrompus par une rafale de balles. Sur ses jambes, on retrouve des pansements couverts de sang. C'est lui qui avait été blessé lors du premier affrontement du groupe près de Saint-Marc. Dans un coin se trouve le corps de Philippe Dominique, troué comme une passoire tellement il a reçu de balles. Sa main est encore crispée sur la détente d'une mitrailleuse. Près de Dominique, le cadavre d'un autre Américain, une balle dans l'oreille. Sur son cou, un paquet de cigarettes vides. Au fond de la pièce, on retrouve l'autre shérif, Danny Jones, assis, le front percé d'une balle. Les 3 autres membres du commando prennent la fuite, mais ils n'iront pas très loin. Il est alors 9h du matin, ce 29 juillet 1958, quand Duvalier met fin à cette tentative d'évasion. Ce matin-là, la foule se précipite dans la caserne pour voir le visage de ces hommes qui ont créé la panique au sein du régime. Concernant les 3 autres insurgés qui ont pris la fuite, le dernier survivant haïtien, Henri Perpignan, est légèrement blessé. Accompagné de son collègue, l'un des Américains, il traverse la rue, arrive devant l'hôpital militaire, saute une barrière et se sépare. Un soldat haïtien l'aperçoit, lui tire dessus. Il est abattu. Perpignan, quant à lui, se réfugie dans le jardin d'une villa au Champ de Mars. Il ordonne au gardien de le cacher dans le poulailler. Mais lorsqu'il entend la foule dans la rue d'à côté, le gardien panique et essaie de s'enfuir. Dans la confusion, Perpignan ouvre le feu et le blesse. Les coups de feu attirent l'attention des duvaliéristes. Ils foncent dans la cour de la villa et attrapent Perpignan. Le rebelle est abattu à coups de couteau et de gourdin.
Son cadavre, mis à nu, sera traîné par les rues jusqu'au palais. On le hisse jusqu'aux appartements présidentiels afin que Duvalier puisse contempler la dépouille de son ennemi. Il ne reste plus que le dernier Américain. Lui aussi avait réussi à s'échapper à la caserne. Il est attrapé quelques rues plus loin. Il est tué à coups de machette. Son cadavre sera également mis à nu et traîné dans les rues jusqu'à ce que Duvalier ordonne l'ordre de le transporter à la morgue afin de faire le décompte exact de ses envahisseurs. Il y avait un obstacle majeur à la réussite de cette opération. C'est que Duvalier, méfiant et toujours sur ses gardes, avait pris le soin quelque temps auparavant de faire transporter dans les caves du Palais national tout l'arsenal d'armes et de munitions qui se trouvait auparavant à la caserne des Salines. Les assaillants ont beau prendre le contrôle de la principale caserne du pays, mais c'est une caserne vide. Ils n'ont pas les armes qui auraient pu leur permettre de prendre le contrôle du pays, et ces armes sont avec Papa Doc au Palais national. Le combat a donc pris fin et Duvalier gagne sa première grande bataille contre ses adversaires. Coiffé d'un casque d'acier et revêtu d'un uniforme militaire, une arme à la ceinture, Duvalier pose pour les photographes. À ses côtés se tiennent le ministre Duvigneau, le capitaine Claude Raymond et le lieutenant Jacques Garcia. Cette équipe triomphante fait le tour de Port-au-Prince avec pour escorte les tontons Macoute qui brandissent leurs armes. Duvalier apparaît comme le vainqueur d'un énorme complot impliquant 5 citoyens américains. Pour le peuple, l'image est forte. Duvalier déjoue une conspiration américaine. Qui a financé l'opération ? Une enquête menée à Miami révélera par la suite que les insurgés avaient très peu d'argent pour préparer l'opération. Et ce sont eux-mêmes qui auraient financé le projet. Henri Perpignan hypothèque ses propres biens et ceux de sa femme contre un prêt de 15 000 $. L'homme d'affaires haïtien Charles Féquier donne 4 000 $. Il est certain que les États-Unis, aussi bien que le gouvernement haïtien, ont eu vent des préparatifs de cette invasion. Malgré cela, Duvalier a été pris par surprise et a bien failli être renversé. L'échec de l'opération est dû aussi aux défections et aux trahisons dont a été victime le groupe. Sur place, plusieurs militaires leur avaient promis de se joindre au mouvement, mais ils ne l'ont pas fait. Le 29 juillet 1958, François Duvalier vient de remporter sa première grande bataille. Ce jour-là, il comprend une chose essentielle. Son pouvoir est beaucoup plus fragile qu'il ne l'imaginait. 8 personnes seulement ont réussi à semer la panique au cœur du régime et ont failli le renverser. Cette tentative de coup d'État va profondément transformer la manière de gouverner. Désormais, Papa Doc ne fera plus confiance à personne. La garde du palais est réorganisée, les dispositifs de sécurité sont renforcés et les tontons Macoute, jusque-là simples forces parallèles, prennent une place de plus en plus importante dans l'appareil d'État. Leur mission est claire, protéger le régime à tout prix et empêcher qu'un tel scénario ne puisse jamais se reproduire. L'échec d'Alix Pasquet marque donc bien plus que la fin d'un coup d'État. Il contribue à renforcer un pouvoir qui, dans les années suivantes, deviendra de plus en plus autoritaire et répressif. Ironie de l'histoire, en voulant mettre un terme au régime de François Duvalier, les insurgés vont involontairement lui fournir les arguments pour le consolider. Quelques années plus tard, d'autres hommes tenteront à leur tour de renverser Papa Doc. Eux aussi découvriront que Duvalier a retenu les leçons du 29 juillet 1958. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette émission. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.